Moi, quand il y a une personne qui se présente devant moi et qui dit « Marco, je veux créer des résultats extraordinaires », mais en même temps, s'attache à vivre une vie ordinaire, c'est impossible, ça ne fonctionne pas comme ça. Marco Robert, merci de répondre à nos questions, à mes questions. Aujourd'hui, effectivement, on va essayer de faire un entretien pour aller vraiment savoir qui vous êtes, parce que le public français ne vous connaît pas forcément. Et pourtant, je pense qu'on doit vous connaître. En tout cas, il y a le mérite de vous connaître. Pourquoi ? Parce que vous êtes... si vous voulez, à l'initiative, en tout cas, de personnes qui ont, sans donner leur nom, mais dans le business français, vous avez été quand même une personne qui a été, j'ai envie de vous dire, qui a été un mentor, qui les a révélés. Ouais. Et vous avez un certain état d'esprit, une certaine façon de faire. Et tout ça, voilà, nous expliquer, en tout cas pour tous ces gens qui vont regarder, que ce soit l'interview et qui vont nous écouter, ceux qui seront concernés par cette interview, je pense que ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des investisseurs, mais ça peut être aussi monsieur et madame tout le monde, si vous voulez, qui peuvent être intéressés. Donc, bonjour, et pouvez-vous nous dire qui êtes-vous, Marco Robert? Bonjour Philippe, bonjour. Écoute, Marco Robert, c'est une histoire qui commence en fait il y a 350 ans, hein, si on y pense vraiment. Parce que, en fait, j'ai grandi au Québec parce qu'il y avait deux gens de la France qui ont décidé à un certain moment donné de déménager vers le Canada il y a 350 ans. Hein. Donc, du côté de ma famille, Robert, du côté de mon père, la famille vient d'ici de Charente-Maritime. Oui. Et puis, du côté de ma mère, c'est de la Normandie. Donc, ces gens-là ont immigré vers le Canada dans les années 1600. Et puis, pourquoi je commence l'histoire comme ça? C'est pour expliquer aux gens que j'ai grandi dans un monde nord-américain, mais toujours en parlant le français. Donc, j'ai grandi dans un monde qui était... en fait, au croisement de deux cultures. La culture américaine, qui influence beaucoup le Canada, mais aussi la culture française, qui influence beaucoup le Québec. Le Québec, d'accord. Donc vous êtes québécois? Québécois. Mais vous revendiquez vos racines françaises? Bah, écoute, je suis québécois, donc je suis quoi? Je suis francophone, donc d'origine française il y a 350 ans. D'accord. Ouais. Et Marco Robert, alors, hormis que son histoire a commencé il y a 350 ans, aujourd'hui, il est né quand? Quel âge il a? Je suis né en 1970, donc j'ai 49 ans. D'accord, 49 ans, oui. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, voilà, comment Marco Robert a commencé? J'ai envie de savoir, avant d'arriver sur... Parce que je vais déjà donner la fin du film pour que les gens puissent être intéressés. La fin du film, Marco Robert, c'est quelqu'un qui est... influent, qui passe sa vie à aller d'un coin à l'autre dans le monde pour sauver les entreprises. Vous avez une méthode dont vous allez nous parler qui est entre guillemets révolutionnaire, qui permet, si vous voulez, de garder, notamment de remettre à flot les entreprises, mais de continuer à garder des emplois. Vous êtes un peu le sauveur des entrepreneurs et aussi des employés. Voilà. Mais comment aujourd'hui, tout ça a débuté, vous en êtes arrivé là? Tout ça a débuté, on peut dire, en 1982. Ouais, mes parents, moi j'ai grandi dans un milieu d'entrepreneurs. Mes parents étaient entrepreneurs. Et en 1982, j'avais 12 ans. Oui. Et pendant l'été, mes parents ont décidé de m'ouvrir les portes et de me mettre en quelque sorte à la charge d'un restaurant. Donc, à l'âge de 12 ans, j'étais un petit bonhomme, grand comme ça. Et puis, j'avais des employés pendant toute la saison de l'été, la saison estivale. J'avais 7 ou 8 employés. Donc, moi, j'étais responsable, en fait, de l'horaire de travail des employés. J'étais responsable aussi de calculer et de préparer le dépôt bancaire à tous les jours. J'étais responsable de l'inventaire. Donc, j'étais responsable aussi du service au niveau du restaurant. Tout ce qui était cuisine, tout ça, c'était mes parents qui s'occupaient de ça. Donc, j'avais déjà un rôle de responsabilité à l'âge de 12 ans. Ça a complètement bouleversé ma vie. Oui. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que moi, je devais devenir un entrepreneur. Donc, à travers toutes mes études, ce qu'on appelle au Canada les études secondaires, j'ai... alors que mes copains disaient, bon, ben moi, je vais devenir un avocat, moi, je vais devenir un ingénieur, moi, je vais faire une infirmière. Moi, j'ai toujours dit, je vais être un entrepreneur. Donc, toute ma vie, depuis l'âge de 12 ans, mon chemin de vie était tracé. J'avais l'intention de devenir un homme d'affaires. Un homme d'affaires? Toujours, oui. C'est quoi un homme d'affaires? Quand on a 12 ans, ou même aujourd'hui, c'est quoi un homme d'affaires? Bien, écoutez, à l'âge de 12 ans, un homme d'affaires, c'est quoi? C'est un rêve, hein? C'est quoi? C'est un rêve de grandeur, c'est un rêve de vie facile à l'âge de 12 ans. Mais plus tard, en fait, c'est quoi? C'est un rêve d'indépendance, je pense.
Être un homme d'affaires, c'est, a priori, c'est d'être une personne qui veut aller au-delà de ce que la personne moyenne veut faire, et parce qu'on a un rêve de grandeur. On a un rêve de pouvoir vivre la vie d'une façon dont on prescrit nous-mêmes. Donc, c'est un peu ça, je pense. D'accord. Après, ça, on en rediscutera si vous voulez, mais un entrepreneur peut être aussi, entre guillemets, nous en France, pas pour tout le monde, mais en France, on peut aussi voir ça comme un patron, Ouais, celui qui exploite, ouais, ouais, un salaud ouais. qui a souvent du sang sur les mains parce que pour en être arrivé où il en est arrivé, il a dû arnaquer, escroquer, voire... Ouais, souvent, on pense comme ça, hein? Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Ouais. Parce que je pense pas que le fait qu'une personne soit propriétaire d'une entreprise ou une personne ne soit pas une propriétaire d'entreprise, que simplement ça, que ça peut déligner, si on veut, ça crée un caractère d'une personne. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a des escrocs, il y en a dans tous les milieux. Il y en a du côté patronal, il y a aussi des escrocs du côté employé, il y a des escrocs chez les propriétaires et des escrocs chez les locataires. Il y en a de tous côtés des escrocs. Donc, ouais, voilà. Donc, vous êtes à C'est trop facile. Je pense que c'est trop facile de penser comme ça. C'est trop facile de penser que parce qu'une personne peut prendre le dessus, c'est parce que c'est des escrocs. En fait, moi, mon expérience, c'est tout à fait le contraire. Hein. Les gens que je côtoie, les gens qui ont eu beaucoup, beaucoup de succès, c'est des gens qui ont, dans la plupart des cas, encore une fois, dans la plupart des cas, c'est des gens qui ont des mœurs, qui ont des codes de moralité qui sont centrés non seulement sur eux, mais aussi sur les autres. Sur les autres. Ouais. Parce qu'en fait, c'est quoi? Hein? C'est quoi le monde des affaires? Le monde des affaires, c'est simplement un échange. Hein? Dans la vie, si on veut être en business, ça veut dire qu'il faut faire des échanges entre les personnes. Mais pour faire un échange, il faut y avoir une espèce de trust, il faut y avoir une confiance. Donc ces gens-là, peu importe qui ils sont, c'est des gens qui sont capables de créer un état de confiance entre eux et leurs clients. Il faut, sinon, sinon ça ne fonctionne pas. Très bien. On peut revenir donc à l'âge de 12 ans, ce qui est bien, vous commencez donc à être responsable, vous rêvez de devenir entrepreneur. Ensuite, ça se passe comment? Vous évoluez comment alors? Bien, écoutez, toute ma vie, j'ai toujours pensé comme ça. Donc, après mes études, à l'âge de 22 ans, quand j'ai fini mes études, c'est certain que j'avais l'idée de dire, bon, bien, je me lance en entreprise. Mais là, je me suis dit, je vais travailler quelques années, essayer de comprendre la vie réelle, et puis, dans quelques années, je me lance à mon compte. Mais il s'est passé quelque chose cette année-là. En 1992, quand j'ai terminé mes études, mon père est décédé d'une façon qu'on ne s'en attendait pas du tout. Et puis ça m'a réellement choqué. Ça m'a réellement... ça a créé une espèce de choc dans ma vie. Hein. Je pense que depuis l'âge de 12 ans, je voyais ma vie comme ça. C'était une ligne rose. Hein. C'est une ligne tracée que moi, j'avais tracée dans ma tête. Et à l'âge de 22 ans, à cause du choc, mon père décède, moi je suis le plus vieux de 2 fils. Toute ma vie, ma perspective de vie, j'ai dû la revoir. Je pense que toute ma vie, je la voyais comme ça. Et puis là, pour la première fois, je voyais ma vie comme ça. Tu vois, c'est une autre perspective. Et puis, j'ai embarqué sur un chemin de vie complètement différent à l'âge de 22 ans. Essayer de comprendre, ben, comment on fait pour... C'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Comment tout ça fonctionne? Donc, j'ai embarqué sur un nouveau chemin de vie. J'ai commencé à travailler avec des coachs. J'ai commencé à prendre des cours. Pour être honnête, avant l'âge de 22 ans, j'avais pratiquement rien lu ou rien de significatif. Donc, j'ai commencé à lire beaucoup. Je me suis immersé dans la littérature française, dans la littérature américaine. J'avais des coachs, je participais à des séminaires. Et puis, j'avais une espèce d'ardeur pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la vie. Donc, je lisais constamment. Il y a des jours où je pouvais lire 3 livres dans la même journée. Je ne pouvais plus m'arrêter. J'ai pris des cours où j'avais appris à lire ce qu'on appelle la lecture rapide. Et puis, je lisais énormément, pour essayer de comprendre c'est quoi la vie. Puis, ben, après 5 ans, après avoir non seulement compris la vie, mais aussi avoir compris comment l'entreprise fonctionnait. Je travaillais à l'époque dans un hôtel et dans un restaurant. Et puis, j'ai réussi à faire du redressement simplement avec une théorie. Un jour, j'étais assis, je me souviens, j'habitais à Montréal dans un appartement près du parc, le parc La Fontaine. Et puis, j'étais assis sur mon divan, je lisais un livre. Tout à coup, j'ai eu une réalisation. J'ai eu une réalisation que le succès en entreprise, c'est a priori dû au système d'entreprise. Hein? Puis ma réalisation était basée sur ceci.
Si on regarde, on peut diviser toutes les entreprises dans deux groupes. Il y a les indépendants et puis il y a les franchisés. Pourquoi est-ce que les franchisés ont un niveau de succès beaucoup plus supérieur aux indépendants? C'est parce que les franchisés, ils suivent des méthodes, des systèmes. Donc, je suis parti de cette théorie-là, de dire le succès en entreprise, c'est a priori basé sur des systèmes. Donc, je suis rentré au boulot, puis j'ai commencé dès là à systématiser comment je faisais mon travail dans l'hôtel dans lequel je travaillais. Bien, ça a fonctionné. En 1993, l'économie canadienne était comme ça, mais l'hôtel pour lequel je travaillais, on faisait ça comme ça. Parce que j'ai systématisé les approches. Hein, au niveau housekeeping, j'avais créé des systèmes. Au niveau réservation, j'avais créé des systèmes. C'est quoi un système? C'est une procédure? Un système, en fait, pour moi, c'est une procédure qui mène à un résultat préconçu. Hein? On veut arriver à un certain résultat, mais comment on fait pour y arriver de façon systématique, de façon à ce qu'on y arrive? La majorité du temps, on arrive à ce résultat-là. Il faut avoir une méthode, un système, une procédure. Mais il y a plein d'autres facteurs. Il y a des fois même le facteur de la chance. Il y a plein d'autres facteurs qui peuvent être, en fait, peuvent vous empêcher d'aller à... Mais comment on fait pour minimiser tout ça? On systématise. Hein? Comment on fait pour minimiser la chance? On systématise. Donc, là, je pense qu'un système, ça nous donne une perception de sécurité. De sécurité. Donc, vous avez créé un système. Vous avez donné un nom à ce système? Bien, à l'époque, non. À l'époque, il n'y avait pas de nom. Hein? À l'époque, le système n'avait pas de nom. Mais le système, c'était la systématisation. C'est ça le système à l'époque. Donc, je systématisais. Je n'avais aucun moyen, aucune façon, mais je systématisais. Donc, j'ai fait ça avec l'hôtel. Ensuite, j'ai été engagé dans un très grand restaurant. J'ai fait ça la même chose avec un restaurant. Ensuite, je me suis lancé à mon compte à moi et j'ai fait la même chose dans mon restaurant. Et en quelques mois, j'ai déjà lancé un deuxième restaurant. Donc, je systématisais. Donc, ensuite de ça, j'ai vendu mes restaurants. Puis j'ai dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis déménagé en Californie, puis je me suis lancé comme consultant. Consultant, d'accord. Ouais, en 2001. D'accord. Donc, consultant en gestion d'entreprise. Bien là, j'ai commencé à regarder, j'ai dit, mais si je veux avoir du succès en tant que consultant, je dois utiliser un système. Puis j'ai commencé à regarder autour de moi, je ne pouvais pas trouver de système que je pouvais emprunter pour me servir, pour aider mes clients. Donc, j'ai décidé d'en créer un. J'ai créé un système qui aujourd'hui s'appelle le système BOSS, ou Business Optimizing Strategic Systems. En fait, c'est quoi? C'est tous les systèmes nécessaires pour optimaliser de façon stratégique une entreprise. Ça, c'est le système que j'utilise aujourd'hui avec mes clients à la grandeur de la planète. Et ce système, sans faille? Ça marche à tous les coups parce qu'il y a des entrepreneurs français aujourd'hui qui seront peut-être intéressés. Oui. Quelle est la garantie? Ben, écoutez, la première garantie, c'est que mon système, plutôt que d'être un système scientifique, à la base, c'est un système heuristique. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je pense que la majorité des consultants ont cette délusion ou cette illusion de croire que plus on passe de temps à analyser une situation, plus on est certain d'en arriver à un résultat précis. Moi, j'utilise une méthode qui est complètement contraire à ça. Je me dis, c'est une méthode heuristique. Ça veut dire quoi? Pour les gens qui ne comprennent pas le terme heuristique, c'est un peu comme quand on dit une règle générale. Hein? En règle générale, c'est une méthode heuristique. Donc, de façon heuristique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de passer 3 mois pour prendre une décision et s'assurer que cette décision-là, c'est la bonne décision, ça, je crois que c'est délusoire de penser comme ça. Illusoire, oui. Plutôt, ben, pendant 3 mois, moi, je vais prendre 50 décisions. Donc, la chance que j'en arrive à la bonne décision est beaucoup plus élevée. C'est une méthode comme ça, en fait. C'est une méthode heuristique plutôt qu'une méthode scientifique. Donc, c'est pas scientifique, mais on en arrive à un résultat presque à chaque coup. Et puis, si ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois, ou la troisième fois, ou la quatrième fois. Donc, si j'ai bien compris, pour un peu donner une image à tout ça, pour trouver l'aiguille dans la botte de foin, vous mettez le feu à la botte de foin, vous. Comme ça, au moins, on verra l'aiguille. Tôt ou tard, on retrouvera l'aiguille. Je pense pas que c'est la meilleure façon de le voir, non. Je pense que plutôt, c'est de dire, bon, ben, pour trouver l'aiguille dans la botte de foin, au lieu de faire une analyse du foin et d'essayer de comprendre tout ça, je prends une machine qui peut mesurer le métal et puis très rapidement, je trouve l'aiguille. D'accord. Tu vois? Donc, j'utilise une méthode qui me permet de trouver l'aiguille de façon très rapide. Plutôt que de dire, bon, ben, écoutez, maintenant, on va analyser tout ça, on va passer 3 mois, l'aiguille est tombée là, donc elle devrait être glissée de ce côté-là. On prend 3 mois et puis on cherche dans ce petit coin-là. Bon, est-ce qu'on va la trouver, l'aiguille? Peut-être. Mais pourquoi pas prendre une machine qui peut permettre à mesurer les métaux et puis très rapidement, on la trouve, l'aiguille. C'est ça le système BOSS. Le système BOSS,
c'est une façon qui nous permet de trouver des solutions très rapides. Quels ont été vos résultats grâce à ce système BOSS? Moi, je fais beaucoup de redressement. Hein? Oui. Donc, je pense que le consulting, c'est deux choses. C'est d'aider des entrepreneurs à prendre de l'essor, mais c'est aussi d'aider des entreprises qui sont comme ça à faire du redressement. Moi, je fais beaucoup de redressement. Donc, j'ai eu beaucoup de résultats dans le redressement. Vous avez quelques exemples, des succès? Oui, dans le monde francophone, par exemple, ici même en France, j'avais une compagnie, ça faisait plus de 13 ans que l'entrepreneur travaillait à son compte comme ça. Et puis, il y avait des résultats plutôt moyens. Et puis, il est venu me voir, et puis on a créé un choc. Et puis aujourd'hui, cet entrepreneur-là a des résultats qui sont 40, 50 fois ce qu'ils étaient à l'époque. Vous pouvez nous donner des chiffres? 40, 50 fois, c'est concrètement? C'est quelqu'un qui mettait dans ses poches environ 100 000 balles par année, puis aujourd'hui, il va mettre 5 millions de balles dans ses poches par année. D'accord, grâce à votre système? Grâce à mon système. Un autre exemple, par exemple, j'avais une compagnie à Montréal, c'est une agence immobilière à Montréal. Et puis quand la femme m'a appelé, la propriétaire de l'agence, c'est une des plus grosses agences à Montréal. Quand elle m'a appelé, ça allait vraiment pas bien. Ça faisait déjà 10 ans qu'elle essayait de survivre et puis elle était comme ça, à la gorge. Puis elle m'appelle, elle dit, écoute, dans 3 ou 4 mois, j'ai un très gros paiement à faire. Je pense que c'était quelque chose comme dans les 500 ou 600 000 $ qu'elle devait payer. Et on appelle en anglais, on dit un balloon payment. Hein? C'est une dette due. Et puis elle dit, j'ai pas les sommes du tout. Déjà, j'ai mis en hypothèque mon condo, j'ai mis en hypothèque ma maison, j'ai plus d'argent et puis je suis sur le bord de tout perdre. Avec l'intervention, aujourd'hui, 5 ans plus tard, en fait, 4 ans plus tard, la femme a vendu. On a sauvé sa boîte, complètement sauvé sa boîte. Et puis, 4 ans plus tard, elle a vendu sa boîte pour quelques millions de dollars l'an dernier. Donc, j'ai complètement sauvé l'entreprise. Donc, vous dites que vous êtes consultant ou coach? Parce que ça, on en rediscutera, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est coach. Ouais. On peut même, limite, grossièrement, avoir un coach pour nous aider à mettre nos chaussures correctement. Ouais. Vous êtes quoi, vous vous situez comment là-dedans? Écoutez, pour moi, la différence entre... C'est quoi? Les lignes sont assez confuses. Hein? Ouais. La différence entre un consultant et un coach, pour moi, un consultant, c'est une personne qui suit une espèce de méthode. Hein? Un consultant, si je regarde les consultants des grandes boîtes, les gens qui travaillent pour Deloitte, les gens qui travaillent pour PricewaterhouseCoopers, les gens qui travaillent pour ces grandes boîtes de consultation-là, c'est des gens qui suivent des méthodes. Bon, il y a certains coachs qui suivent des méthodes aussi, mais trop souvent, les coachs apportent des opinions. Hein? Ils apportent une opinion. Ta grand-mère peut te donner une opinion aussi. Hein? Tout le monde peut avoir une opinion. Moi, je pense qu'un consultant, c'est une personne professionnelle qui apporte des conseils en se basant sur une méthode prescrite. Moi, c'est pour ça que je m'appelle plutôt consultant. La réalité, c'est que plusieurs de mes clients m'appellent coach Marco, parce que je fais aussi du coaching. Ça veut dire quoi? C'est du support moral, du support... le gestionnaire d'entreprise, souvent, il a besoin de pouvoir avoir des conversations avec quelqu'un. J'ai des conversations avec lui. D'accord. J'ai un peu de coaching. Alors, on va faire quelques petits allers-retours. Là, j'ai besoin de faire un retour un peu sur votre vie, Marco. Est-ce qu'aujourd'hui, ça c'est vrai que vous m'avez parlé du décès de votre père en 1992, mais quand vous m'avez parlé de votre histoire, je me suis mis tout de suite dans la peau de quelqu'un lambda et qui va dire, mais attendez, ça se trouve, il est d'une bonne famille, il vient me parler comme ça, mais il avait déjà tout à disposition, tout lui permettant de pouvoir aller dans cette direction, si vous voulez, et il ne s'est pas construit comme certains peuvent se construire dans des milieux défavorisés. Il avait déjà tout à sa disposition. Écoutez, j'avais tout à mes parents n'étaient pas millionnaires. Là. Mes parents, c'était des entrepreneurs du coin de rue. J'ai vécu dans un village, j'ai grandi dans un village où il y avait 800 personnes. Mes parents, c'était des entrepreneurs. On avait un système de vie très moyen quand j'ai grandi. Je n'ai pas commencé avec la cuillère dorée dans la bouche. Là. J'ai commencé comme tout le monde. Moi, je ne viens pas d'un milieu défavorisé, mais je ne viens pas non plus d'un milieu hyper favorisé. Là. Je viens d'un milieu normal. Hein, ma famille, c'est une famille normale et ordinaire, canadienne. Voilà. Et vous pensez aujourd'hui, nous en France, on a un milieu social, on a beaucoup d'endroits qui sont défavorisés, des quartiers, on appelle ça des cités. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on peut être issu de ces milieux et arriver, si vous voulez, à un succès dans son entreprise, à un succès personnel? Est-ce que c'est possible, même avec votre méthode? Moi, je ne suis pas la personne qui a fait ces études-là, mais j'ai quand même lu beaucoup d'études comme ça. Je pense que on les appelle les gens qui font des études, c'est en démographie, tout ça, les historiens, ces gens-là. Je pense qu'ils sont d'accord pour dire que les facteurs
ces facteurs socio-économiques-là dans lesquels on grandit peuvent nous affecter, mais n'ont pas besoin de nous affecter. En fait, c'est le message que j'essaie de véhiculer en partie générale. C'est que trop souvent, le monde dans lequel on grandit nous affecte. Mais la réalité, c'est que si on regarde les gens qui ont du succès, ces gens-là sont issus de tout plein de milieux différents. Hein? L'adolescent qui a grandi dans un milieu très riche, dans un milieu très favorisé, peut parfois avoir beaucoup de succès dans sa vie, mais il peut aussi parfois ne pas avoir de succès. Et puis la personne qui a grandi dans un milieu défavorisé, bien, parfois aussi, il peut avoir du succès, parfois il peut avoir pas de succès. Moi, je pense qu'on en arrive à un certain point dans sa vie où on devient responsable de notre propre vie. Et puis, les gens, peu importe du milieu dans lequel ils ont grandi, les gens qui décident de prendre en charge leur propre vie, bien, c'est souvent ces gens-là qui ont le succès monétaire, le succès financier. C'est ce dont j'allais vous parler. Oui. Le succès, c'est que l'argent pour vous? Non, pas du tout. C'est quoi le succès? Écoutez, il y a tellement de définitions du succès. Pour moi, je pense que c'est j'ai entendu une fois en anglais dire « It's a pursuit of something worthy ». Hein? Ça veut dire quoi? C'est la poursuite, c'est la course vers une cause qui en vaut la peine. C'est ça le succès. Puis je pense que c'est un peu ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je pense que si on vit notre mission de vie, si on vit notre raison d'être, si on a l'impression de vivre, d'être congruent avec soi-même, oui, on a du succès. Voilà. Puis ben, le côté monétaire, souvent, découle de ça. Le problème, c'est que les gens pensent que le côté monétaire, c'est le succès. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Je pense que le côté monétaire vient du fait qu'on est congruent avec soi-même, qu'on vit notre mission de vie. D'accord, parce que là, on va y arriver. Justement, je voulais arriver à autre chose. On va aller un peu plus sur le côté de la vie si vous voulez. Mais voilà, beaucoup de personnes pensent que voilà, on peut être heureux avec l'argent ou l'argent ne rend pas heureux. Comment vous voyez, vous, le fait l'argent, c'est quoi pour vous? C'est un outil. C'est un outil. C'est tout. C'est tout simplement un outil. C'est un outil de mesure, l'argent. Moi, je ne pense pas que... On le voit, hein, les gens qui gagnent à la loterie. Qu'est-ce qui se passe avec les gens qui gagnent à la loterie? Les gens qui étaient misérables avant sont souvent misérables après. Les gens qui étaient pauvres d'esprit avant sont souvent pauvres d'esprit après. Les gens qui n'avaient pas de thunes du tout avant, après 5 ans, ils n'ont plus de thunes du tout. Ils perdent tout. Moi, je pense que l'argent, c'est simplement un outil de mesure. Un outil de mesure. C'est un outil de mesure. D'accord. Je pense que le meilleur... Non, je pense que la question que vous essayez de me demander, c'est ça. C'est pas l'argent, c'est le business. Je pense que, a priori, tout est du business. Tout est du business. Tout est du business. Tout est du business. Même l'art, c'est du business. Hein? Pourquoi est-ce qu'on connaît Picasso aujourd'hui? Parce que Picasso, c'était un businessman extraordinaire. Tu vois? Pourquoi est-ce qu'on connaît Van Gogh? Bien, Van Gogh, peut-être qu'il n'était pas un businessman extraordinaire, mais il a su créer une valeur tellement immense qu'après sa mort, des businessmen, des businesswomen, des personnes d'affaires, ont été capables de reprendre cette beauté, cette valeur incroyable que Van Gogh a créée dans sa vie, et puis ont été capables de mettre ça en marché. C'est pour ça qu'on connaît Van Gogh. Sinon, on ne connaîtrait pas Van Gogh. Mais doit-on être obligé toujours d'aller faire appel à ce marché? Est-ce qu'on ne peut pas être dans le participatif? Mais même dans le participatif, il y a un échange. Comment on appelle cet échange-là? C'est du business. Je pense que c'est ça qui est un des gros problèmes sociétaires, c'est que les gens soit reconnaissent le business et puis ils pensent, on fait du business que pour se mettre riche, ou sinon les gens disent, on ne veut pas faire du business. Moi, je pense que le business, c'est quoi? C'est simplement de l'échange entre deux personnes. Qu'on le fasse dans l'art, qu'on le fasse dans l'immobilier, qu'on le fasse dans l'hôtellerie, qu'on le fasse dans... L'être humain, aujourd'hui, il est ce qu'il est. Parce qu'à travers les âges, les êtres humains ont fait des échanges entre eux. Hein, moi, si je m'isole tout seul, je ne sais pas comment pêcher. Moi, je ne connais pas rien. Je ne connais rien à la pêche. Je ne connais rien à l'immobilier. Je ne peux pas me créer un abri qui va durer pendant 50 ans. Ouais, mais pourquoi? Je peux me faire un abri de secours. Oui, mais je peux vous apprendre à pêcher sans vous demander 20, 30, 50, 100 000 euros. Pourquoi? Okay. Pourquoi vous demandez de l'argent? Pourquoi je ne vous apprendrai pas quelque chose et en contrepartie, vous m'apprenez quelque chose? Non, parce que c'est un échange. C'est un échange de valeur. Moi, si je vous enseigne quelque chose, puis vous me payez en échange. C'est quoi? C'est un échange. L'être humain est basé sur cet échange-là. L'être humain est basé sur un échange de valeur, Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je te donne mon temps pour absolument rien. Mais là, demain, je crève de faim. Ça ne fonctionne pas. Il faut un échange de valeur. D'accord. Et puis, quand on comprend ce principe-là, ben non,
on s'efforce le restant de notre vie à faire quoi? À créer de la valeur. Moi, ma vie, c'est quoi? Ma vie est centrée sur la création de valeur, c'est tout. La création de valeur. J'essaie de créer le plus de valeur possible pour les gens autour de moi qui puissent en bénéficier. D'accord. Puis c'est ce que j'enseigne à mes clients aussi d'ailleurs. Pourquoi souvent les entreprises font ça? C'est parce que l'entreprise ne crée pas de valeur. L'entreprise essaie de copier de la valeur. Ils sont copiés. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'innovant là-dedans. Il faut créer une valeur. Mais ça requiert une personne extraordinaire. La personne moyenne, la personne normale, la personne ordinaire, elle ne veut pas créer de la valeur. Elle veut simplement vivre sa vie, profiter de la valeur qu'il crée dans la société. C'est la personne moyenne. Des consommateurs, c'est ça? Des consommateurs, voilà. Des gens qui participent à la vie. Des gens moyens. Puis moi, j'ai grandi dans des familles comme ça, mais les gens autour de moi, c'était des gens moyens. Probablement que les gens autour de toi, c'était des gens moyens. La majorité des gens, c'est des gens moyens qui profitent de la vie. Et doit-on leur jeter la pierre? Non, non. Parce que ça prend des gens comme ça. Écoute, l'économie à la base, si on étudie l'économie à la base, pour moi, la façon la plus simple de comprendre l'économie, c'est d'étudier la production. L'économie, c'est le mesurement de la production sociale. Donc, pour ça, pour y avoir une production, il y a aussi une consommation. Il y a les deux. Oui, ça prend les deux. Ça prend les deux. Voilà. Donc, moi, je suis un consommateur, mais aussi un producteur. Il y a trop de gens, je pense, aujourd'hui, qui vivent trop en tant que consommateurs. On vit dans un monde qui est beaucoup plus facile. Hein? Aujourd'hui, on est dans une époque où c'est assez facile de vivre aujourd'hui. Il y a des systèmes sociaux, il y a des filets sociaux qui nous supportent. C'est assez facile. Donc, la majorité des gens, simplement, choisissent de vivre en tant que consommateurs, de vivre normalement. Oui, mais on sent dans votre façon de parler, vous venez de le dire aussi, il y en a trop. Donc, il y a une critique de votre côté. Mais la critique vient de ceci. Okay? Mais vous avez le droit, on est là pour en discuter. Vous avez le droit la critique vient de ceci. OK? Moi, je pense que l'être humain, à la base, c'est un être extraordinaire. C'est un être, qu'on dit en anglais, limitless, sans limite. C'est un être qui peut grandir, qui peut prendre l'essor, qui peut apporter tellement de bien à la société. Mais ce que vous entendez dans ma voix, c'est que je pense qu'il y a trop de gens qui choisissent simplement de ne pas être cette personne-là. Je pense qu'il y a trop de gens qui choisissent simplement de s'accrocher au filet social, de s'accrocher à ce que leurs grands-parents, leurs parents, les générations antécédentes ont fait pour eux. Aujourd'hui, on vit dans un monde, c'est facile. On n'a pas besoin d'innover aujourd'hui. On peut simplement s'accrocher au filet social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais des études minimales, je me prends un boulot, et puis je vais travailler à tous les jours, et puis je vis ma petite vie. Puis le soir, je regarde ma télé, je prends mon petit verre, c'est terminé. C'est ça la vie? Moi, je ne crois pas que c'est ça la vie. Moi, je pense qu'en dedans de nous, il y a une flamme qui veut grandir, une flamme qui veut brûler. Parce que ces gens-là qui s'accrochent à un filet social normal, mais moi, je les rencontre dans mes conférences, et puis ils viennent me voir, puis il y a un malaise. Il y a un malaise à l'intérieur de ces gens-là. Ils ne comprennent pas pourquoi. Parce que de un, ils essaient de s'amalgamer à ce qu'ils comprennent qui est normal dans la vie, pour pouvoir être bien aisés dans le système social, d'être acceptés par les gens autour d'eux. Mais en même temps, ils sentent qu'il y a quelque chose de plus. Ils sentent que la vie, c'est pas ça. Ils sentent que la vie, il devrait s'opérer une expansion dans la vie. Puis ils essaient de jumeler ces deux choses-là ensemble. Ces gens-là sont mélangés, sont confus. Puis je pense que les auditeurs, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont comprendre la même chose, que souvent les gens sont mélangés parce que d'un côté, ils veulent s'associer à la masse, mais de l'autre côté, ils veulent s'identifier à leur propre force. Puis ils ne savent pas comment faire ça. Mais moi, c'est ce que j'aide les gens à faire. J'aide les gens, premièrement, à reconnaître que c'est OK. C'est OK d'être différent. C'est OK de vouloir s'exprimer plus que la masse moyenne. C'est OK. Parce que c'est ces gens-là qui changent le monde. C'est les fous, c'est les weirdos, c'est les gens qui ne sont pas nécessairement acceptés par la masse qui changent le monde. Vous avez justement un terme pour définir ces gens qui font différent des autres, mais différent de... Parce que nous, ici, en France, on est quelques 66 millions. Il y a justement, on a un quotidien, la presse, qui du même nom que ça s'appelle 60 millions de consommateurs ou 50 millions de consommateurs. OK.
Mais oui, on est des consommateurs. Oui, il y a beaucoup de consommateurs. Ouais. Et en fait, pour vous, ce que vous nous dites, qu'on est trop dans la bulle des consommateurs, il faut qu'on fasse autrement. Mais il faut qu'on fasse comment? Il faut qu'on fasse que je saute là, que je serais différent de... Parce que c'est là ce que vous dites, Marcos, c'est bien, mais ça peut être dangereux. De vouloir faire différent sans maîtriser, est-ce que ça ne peut pas amener des catastrophes vis-à-vis de certaines personnes et des gens qui peuvent vous écouter, prendre vos mots, dire « Allez, je vends tout, je vais vivre dans un bois, je suis à part de tout le monde. Voilà, je suis marginal. » C'est ça que... Écoutez, moi, je sais pas, moi, je préconise pas d'être marginal. Je préconise de retrouver, de se connecter avec l'essence même de qui on est. Je préconise pas d'être le marginalisme ou d'être un rebelle de la société. Moi, ce que je dis aux gens, c'est que si vous ressentez en dedans de vous la flamme, si vous ressentez en dedans de vous un désir, bien, écoutez ce désir-là. Écoutez-le, le désir. Il y a une voix en dedans de vous qui vous dit que peut-être que vous valez plus, que peut-être que de vivre la même vie que vos parents, la même vie que les gens autour de vous, ce n'est pas suffisant pour vous. Écoutez-la, cette voix-là. C'est tout ce que je dis aux gens, moi. Parce que ces gens-là qui écoutent leur voix intérieure, souvent, c'est des gens qui aspirent à beaucoup plus. Moi, je pense pas qu'on est né simplement pour métro, boulot, dodo. Je pense pas que c'est comme ça la vie, moi. Ça serait trop ridicule. Je pense pas que c'est aussi ridicule que ça, la vie. Je pense pas. Moi, je pense que... Puis je me base sur quoi? Je me base sur l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, on vit une vie extraordinaire. Aujourd'hui, la personne moyenne vit comme un pharaon d'Égypte. Hein? Encore probablement plus qu'un pharaon d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens dans le passé qui ont simplement écouté cette voix-là à l'intérieur d'eux, puis qui ont dit, moi, je n'ai pas peur de me démarquer de ce que la société s'attend de moi et d'écouter la voix à l'intérieur de moi et de m'affirmer en tant qu'être unique, en tant qu'être unique. Et vous pensez qu'on l'a tous, cette fameuse voix? Je crois qu'on l'a tous, cette voix-là. Je crois qu'on est tous nés différents. Parce que parfois, on peut se dire, attends, c'est une voix de folie. Oh là là, c'est un truc de fou là que j'ai pensé. Généralement, c'est la phrase qui revient. Oh là là, j'ai pensé un truc de fou, mais c'est trop dingue. Mais ça vient d'où, cette phrase-là? Pourquoi est-ce qu'on pense qu'on pense des trucs de fou? Parce qu'on est endoctriné par la société. C'est comme si la société nous dit, bon, on doit tous être pareils. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que, premièrement, d'un côté physique, on est différent. D'un côté mental, on est différent. D'un côté habilité, tu vois, certaines personnes ont plus de dextérité que d'autres personnes. On a tous des forces et des faiblesses. Donc, de se délusionner à penser qu'on doit tous être pareils, pour moi, c'est complètement ridicule. Moi, je pense qu'on est tous différents, on a tous des forces et des faiblesses. Et puis, si la personne est née pour être un éboueur, bien, qu'il soit un éboueur comme Picasso était un peintre. Tu vois? Et puis, si l'autre personne est née pour être un avocat, bien, qu'il soit un avocat comme Van Gogh était un peintre ou comme Mozart composait de la musique. Donc d'être éboueur, on peut être dans de l'art. Oui, absolument. On fait tourner la poubelle sur soi, on tourne autour. Moi, je suis convaincu que si vous me donnez une semaine, je peux vous trouver des éboueurs qui sont très, très heureux et puis qui vivent une vie d'expansion. Je suis convaincu de ça. Il y a des gens qui sont nés pour vivre dans qui adorent leur boulot. Je suis convaincu de ça. Mais aussi, je peux aussi vous trouver probablement un neurochirurgien qui est complètement désolé, qui déteste sa vie et puis qui est au bord du suicide, mais qui gagne 2 millions de dollars par année. Donc, c'est pour ça, je ne pense pas qu'on peut mesurer en dollars, je pense qu'on peut mesurer simplement à l'intérieur de soi. Le succès, c'est la quête, c'est la conquête, c'est l'avancement vers un objectif qui en vaut la peine pour soi. Pour moi, c'est ça le succès. Wow, d'accord. Ouais. D'accord, j'entends ce que vous dites, très bien. Donc, écoutez cette fameuse voix, quoi. Ben, c'est ce que je fais. Moi, j'aide les gens à simplement s'aligner avec cette voix-là. Hein? C'est ce que je fais. Mais je le fais aussi en acceptant que tout ça doit se faire dans un monde, dans un milieu des affaires. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous le faites pour monsieur et madame tout le monde ou vous le faites que si on a une entreprise? Non, mais écoute, je le fais pour monsieur et madame tout le monde en leur expliquant que si moi, j'écoute ma voix à l'intérieur, ma voix à l'intérieur, elle me dit quoi? Elle me dit d'être normal, de ne pas bouger, comme ça? Non, ma voix à l'intérieur, elle me dit, sois toi, crée de la valeur, crée et laisse l'énergie en dedans de toi, créer ce que tu dois créer. Bien, ce produit-là, c'est un produit de valeur. Qu'est-ce que je fais avec?
Je l'ai créé, je fais quoi avec? Je le laisse là, je le laisse mourir. Non, je l'échange avec le produit d'une autre personne comme moi, qui elle aussi a cette ardeur, qui elle aussi écoute sa voix, qui elle aussi veut changer le monde. Bien, cette personne-là crée un produit extraordinaire. Moi, je crée un produit extraordinaire, on fait un échange, bien, on fait du business. C'est ça la vie. La vie, c'est comme ça. Pour moi, le business, c'est pas le capitalisme, c'est pas on est pour, on est contre. C'est l'essence même de la vie. Sans le business, il n'y a pas de vie. Sans le business, moi, je peux pas construire des immeubles, je peux pas faire la pêche, je peux pas aller à la chasse, je peux pas bâtir une ferme, comprendre l'agriculture, comprendre toute la science. Je peux pas comprendre tout ça. J'ai certaines forces. L'autre personne a certaines forces. Si on s'efforce à travailler avec nos forces et puis qu'on agit dans un système communautaire où on échange ça entre nous, on fait du business. Oui, il y en a qui vont dire business, d'autres qui vont parler de système participatif, parce qu'on échange. Après, voilà, il y en a qui ne mettent pas forcément l'argent, qui refusent cette notion de l'argent, qui vont parler de... Voilà. Après, c'est chacun, effectivement, voit ça. Maintenant, on est sur, effectivement, le partage de valeurs et l'échange. Ouais. Ça, je suis d'accord avec vous. Voilà. Maintenant, c'est ce que moi, je voulais, voilà, ce sur quoi je voulais pas aller, là, c'est... Vous les appelez comment, ces personnes-là, qui sont tous ensemble, là, vous avez un terme pour, oui, j'ai un terme. Pour les définir? Ouais. En anglais, parce que je donne des conférences surtout en anglais. Vous êtes conférencier aussi, c'est ça? Oui, je suis conférencier aussi. Donc, en anglais, je les appelle Normal, Average, Ordinary People. Ça veut dire quoi? C'est des gens normaux. Les NAOP, c'est ça? NAOP, okay. Voilà. Normal, Average, Ordinary People. Ou c'est des gens normaux, c'est des gens moyens, c'est des gens ordinaires. Hein? C'est quoi? Il n'y a rien de mal à ça. Ouais, mais quand vous dites... Ah, attention, Marco Robert, quand vous le dites comme ça, moi, si je suis normal... moyen, j'ai l'impression, et ordinaire, ouais. C'est trois mots qui sonnent ensemble, qui sont mis ensemble et ouais. qui résonnent pas très bien. Mais il n'y a rien de mal à ça parce que la majorité des gens sont normaux, ordinaires et moyens. Mais ça devient un mal lorsque la personne NAOP, normale, moyenne et ordinaire, veut atteindre des résultats extraordinaires. Alors là, on a un problème. Moi, quand il y a une personne qui se présente devant moi et qui dit « Marco, je veux créer des résultats extraordinaires, mais en même temps, s'attache à vivre une vie ordinaire », c'est impossible, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour avoir des résultats extraordinaires, il faut vivre une vie extraordinaire. Donc, si on dit « ben moi, je vis la même vie que mes parents, je vis la même vie que mes concitoyens, je vis la même vie que les gens dans ma communauté, je fais la même chose, je pratique le même sport, je regarde les mêmes trucs à la télé, je bois la même chose, je mange la même chose, j'agis de la même façon, mais je veux avoir des résultats extraordinaires. » C'est complètement ridicule. C'est impossible. Pour avoir des résultats extraordinaires, il faut prendre des actions différentes. Mais ces actions-là différentes, automatiquement, nous délimitent, nous détachent des gens normaux. Puis c'est ça que la majorité des gens ne sont pas prêts à faire. Ils ne sont pas prêts à faire ça parce qu'ils sont inculqués, ils sont endoctrinés à vivre comme les gens autour d'eux. Hein? Puis c'est un niveau de survie, ça. C'est la survie même de l'être. Quand on est petit, on apprend, on sait qu'on doit s'amalgamer aux gens autour de nous. Oui. Hein? La personne qui grandit. Puis en passant, comment j'ai appris tout ça, moi? Comment j'ai compris tout ça? Comment, oui? Je ne l'ai pas lu dans les livres. À l'âge de 24 ans, j'ai déménagé aux Bahamas. À 27 ans, au Guatemala. À 29 ans, au Mexique. Et à 31 ans, aux États-Unis. C'est-à-dire que dans les premières 31 années de ma vie, j'ai vécu dans 5 pays qui sont complètement différents. Donc, dans 5 pays où j'ai compris qu'à chaque fois où je déménageais dans un nouveau pays, la classe normale, les gens normaux, les gens de tous les jours, tout ça, ça mettait une espèce de pression sur moi pour me définir. C'est comme si les gens autour de moi me définissaient. À 24 ans, j'habitais aux Bahamas. Une personne de 24 ans aux Bahamas, avec mes responsabilités à moi que j'avais à l'époque, je travaillais pour Club Med, une personne de 24 ans aux Bahamas qui était avec le Club Med, on s'attendait à moi de ça. La société me définissait déjà. À 27 ans, je suis déménagé au Guatemala. À 27 ans, je suis au Guatemala. Vraiment, je suis dans les 1,77 m, 1,78 m. Le Guatémaltèque moyen est grand comme ça. Je suis un géant au Guatemala. Je suis un homme d'affaires au Guatemala. Donc, tout de suite, on m'élève. Hein? Donc, moi, je suis un héros. Je suis un impérialiste au Guatemala. Hein? Donc, la société me redéfinit. Quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est la même chose.
la société me redéfinissait. La société américaine, c'est une société qui est très basée sur les religions et tout ça. Moi, j'ai grandi au Québec, la religion n'est pas très forte au Québec. Donc là, il y avait toutes ces tendances religieuses-là, il y avait les notions de vie américaines. Donc tout ça, ça m'a redéfini encore. Donc à l'âge de 33 ans, je me regarde dans le miroir puis je dis, c'est qui Marco Robert? Qui est Marco Robert? Qui est Marco Robert? J'avais plus aucune idée. Est-ce que c'est le petit Marco qui a grandi au Québec? Est-ce que c'est l'impérialiste guatémaltèque? Est-ce que c'est l'employé de chez Club Med qui aime s'amuser, faire la foire? Ou est-ce que c'est le mec qui habite aux États-Unis? C'est qui Marco Robert? Je ne savais plus. Donc, j'ai dû me poser des questions, j'ai dû faire beaucoup d'introspection pour découvrir que toute ma vie, j'avais essayé, en fait, de m'amalgamer aux gens autour de moi. Puis de réaliser qu'il existait à l'intérieur de moi cette source-là, cette flamme-là. C'est ça, Marco Robert. Il existe en dedans de moi une essence même de la vie. Et puis quand j'ai commencé à écouter cette essence de la vie-là, ma vie a complètement bouleversé. J'ai commencé à m'exprimer, j'ai commencé à être moi-même. Mais la majorité des gens ne comprennent pas ça parce que la majorité des gens n'ont pas accès à cette perspective de vie-là. J'ai été chanceux, en fait, hein, par la chance, par avoir vécu dans plusieurs pays. Ça m'a donné une perspective de moi que la majorité des gens n'ont pas. Bien, aujourd'hui, ce que j'essaie de faire dans mes séminaires... C'est pas tout le monde qui peut partir sur 5 pays. C'est ça, mais c'est pour ça aujourd'hui que j'essaie de le faire aux gens. J'essaie d'aider les gens à concevoir qui ils sont convaincus qu'ils sont. Hein? Les gens sont convaincus qu'ils sont cette personne-là. Bien, dans la majorité des cas, qui on est convaincu d'être et qui on est réellement à l'intérieur, c'est deux personnes complètement différentes. Complètement différentes. Puis moi, j'aide aux gens à reconnaître que c'est possible d'être une personne authentique qui se démarque de la société dans laquelle on vit. Pourquoi? Parce que si je te prends dans ta société française et puis que je te déménage aux États-Unis, je t'assure que tu vas devoir te reconstruire, te redéfinir complètement. C'est certain. Puis là, on parle de deux mondes contemporains, du côté moderne et tout. Alors que si je te déménage dans un pays du tiers-monde, c'est encore plus dramatique comme changement. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie d'aider les gens à reconnaître que leur définition d'eux-mêmes, trop souvent, c'est simplement une définition qu'ils ont acceptée des gens autour d'eux. Mais est-ce que là, maintenant, aujourd'hui, parce que ça donne envie, quand vous me dites ça, ça donne envie, oui, effectivement. Mais donnez-nous une méthode, comment faire? Alors, donnez-nous une prescription, docteur. Alors, c'est quoi? Je dois passer dans quel pays? Je dois sauter à cloche-pied? Je dois faire quoi? Dites-moi, quelle est la solution pour sortir, si vous voulez, et écouter cette voix et répondre à cette envie que j'ai à l'intérieur de faire des choses. Je pense pas que c'est une prescription aussi simple que de dire voilà, c'est comme ça. Merci docteur. Ça serait facile, hein, oui. Ça serait facile. Mais il existe un procédé, il existe un processus. Et puis ce processus-là, moi, ça fait partie de la méthode BOSS que j'ai créée. D'accord. Hein? De façon très rapide, je vous l'explique, je le fais en 3 étapes. OK? J'aide les gens à concevoir qu'ils peuvent peut-être être une personne différente en 3 étapes. Premièrement, en ayant une espèce de réalisation intellectuelle. Hein? Les gens qui nous écoutent présentement, certains d'entre elles commencent à dire, bon, ben, peut-être qu'il existe quelqu'un en dedans de moi qui n'est pas la personne que je vis. Peut-être. Hein? C'est une réalisation, c'est une ouverture d'esprit intellectuelle. Donc, c'est la première étape. Moi, j'aide les gens à faire cette réalisation. Par le biais de la méditation? Non, par le biais d'une conversation, parfois. Faut prendre des produits, non? Non, simplement une conversation. Les gens viennent à mes séminaires, les gens participent à mes colloques, et puis ils en viennent à des réalisations. Vous savez, Marco Robert, que là, on peut s'approcher des systèmes des sectes, des gourous, des gens qui peuvent influencer d'autres personnes et les manipuler. Moi, je suis la personne qui est le plus au monde détachée de tout ça. Moi, la chose qui me fait le plus peur, c'est les gens qui deviennent accrochés à la solde d'idées de personnes d'autres. D'accord. Moi, la façon dont je me différencie le plus dans le monde du coaching et du consulting, c'est réellement de dire, moi, mes clients, je ne veux pas qu'ils soient attachés à moi. Moi, je leur enseigne à devenir indépendants. C'est la première chose. Okay. Souvent, par exemple, les gens me posent des questions, puis je transpose la question pour qu'eux-mêmes puissent répondre à leurs propres questions.
Moi, j'enseigne aux gens comment répondre à leurs propres questions plutôt que d'être à ma solde. Donc, première méthode. Donc, première méthode, c'est une réalisation intellectuelle. Intellectuelle. Deuxième chose, il faut y avoir une espèce d'engagement émotionnel. Hein, il faut dire, ouais, je pense que ça m'intéresse d'explorer ça un peu plus. Il y a une espèce d'engagement émotionnel, c'est la deuxième chose. Donc, moi, j'aide les gens à en arriver à ça, d'avoir une réalisation intellectuelle et deuxièmement, d'avoir un engagement. C'est-à-dire, moi, je suis prêt un peu à faire quelque chose pour aller de l'avant, pour changer, pour comprendre, pour voir je suis qui, moi, réellement. Quand vous dites émotionnel, ça veut dire quoi? Vous les faites pleurer, rire, sourire, parce que les émotions, elles sont là. Oui, parfois les gens pleurent, parfois ils sourient, parfois ils rient. Mais l'important, c'est qu'à l'intérieur d'eux s'opère un engagement, en anglais on dit un commitment, un engagement émotionnel. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à faire des changements dans leur vie. C'est la première chose. Et la troisième étape, c'est réellement de ressentir tout ça dans le système nerveux. C'est comme un choc. Tu vois, les gens sont « Oh my God! » Là, ils en arrivent à dire « Bon, écoute, il faut que ça change. Hein? » Donc, on passe par 3 étapes. Là. La réalisation intellectuelle, l'engagement émotionnel, et puis la troisième, c'est comme une espèce de choc, un choc. Du système nerveux. Hein? C'est un choc du système nerveux. Donc, c'est au-delà de les émotions, c'est rendu une émotion physique. Ça m'interroge. Mais comment on choque quelqu'un de façon émotionnelle? Premièrement, le terme que j'utilise, c'est un choc viscéral. Hein? Viscéral. Oh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est au-delà de l'émotion, c'est une émotion qui est centrée dans notre système nerveux. Oh! Parfois, on sent la gorge comment on dit? Qui se resserre. Qui se resserre. On sent la gorge qui se resserre. On sent des nausées parfois. Oh! Tu vois, c'est tellement... Ça, c'est un point de transition dans la vie. Il faut avoir ces choses-là. Parce que la réalité, c'est que la progression de la vie, c'est très rare que ça se fait comme ça. Ça se fait plutôt comme ça. La majorité des gens, c'est comme ça. Ou c'est comme ça. Il doit y avoir une espèce de saut quantique. Hein, les gens qui atteignent des succès monstres dans la vie, ils ne le font pas de façon linéaire. C'est pas linéaire du tout. C'est comme ça. Il y a des sauts quantiques. Des sauts quantiques? Oui, ces sauts quantiques-là, c'est quoi? C'est des réalisations viscérales qui font en sorte que t'as plus le choix, là. T'as plus le choix. Il faut que ça change, là, tu vois? Wow! C'est quoi un saut quantique? C'est ça. C'est une réalisation qui est tellement forte qu'on ne peut pas faire qu'autrement. Hein? C'est comme C'est comme le père qui arrête de fumer, hein? Parce que son enfant l'approche. Le mec, ça fait 20 ans qu'il fume. Puis maintenant, il y a une petite fille de 2 ans. Sa petite fille l'approche et puis il dit « Viens voir papa, viens voir papa. » Puis la petite fille dit « Non. » Il dit « Allez, viens voir papa. Viens voir papa. » Non. Il dit « Pourquoi? Pourquoi? » Puis elle court vers maman. Elle parle à l'oreille de maman. Elle dit « Papa, il pue. Papa, il pue. » Le mec, il se tourne. Il a des larmes. Puis il arrête de fumer. Hein? Toutes les méthodes, ça ne fonctionne pas. Aucune méthode d'arrêter de fumer, la patch, le tout. Ça fait 30 ans que le mec, il fait 20 ans que le mec, il fait de l'hypnothérapie, pas capable d'arrêter de fumer. Un instant, il arrête de fumer, c'est terminé. Il n'y a plus de questions, c'est fini. C'est une sensation viscérale. On le sent, je le sens. Je la ressens déjà, la sensation. Peut-être que tu la ressens toi aussi. Ouais. J'ai les poils qui s'élèvent sur mes bras. Tout de suite, je le sens. Pourquoi? Parce que c'est une connexion, c'est incroyable. Le père, il dit, ma fille ne veut plus s'approcher de moi. C'est ça qu'il faut faire. Il faut en arriver, il faut avoir confiance en soi assez pour s'apporter à ce niveau-là. Où est-ce qu'on dit, écoute, il faut que ma vie change. Puis là, à ce moment-là, il s'opère un saut quantique. On change complètement, on devient une personne différente. Puis à ce moment-là, on peut aller de l'avant et créer des choses nouvelles. Moi, je te le dis, les gens qui ont du succès énorme en affaires, les gens qui ont du succès énorme dans n'importe quel milieu, dans l'art, dans la culture, dans l'immobilier, en affaires, dans tout, c'est des gens qui, à certains moments donnés, il y a quelque chose comme ça qui s'est produit. Mais moi, ça s'est produit à l'âge de 22 ans. La mort de mon père, ça m'a complètement détrôné, ça m'a complètement bouleversé. Puis ça a été le début d'un cheminement incroyable dans ma vie. Mais maintenant, j'aide les gens à en arriver à ces conclusions-là, en utilisant le processus que je viens de vous expliquer. À quel prix? Au prix que les gens sont prêts à payer. D'accord. Parce que
Ça, c'est vachement intéressant, ça. Vous avez un livre, vous avez fait un bouquin, une méthode? Je travaille sur des bouquins, ouais. En fait, j'ai quelques livres que je m'apprête à terminer. Ah, d'accord, voilà, qui pourront être plus abordables pour le commun du mortel ou ceux qui ne sont pas entrepreneurs, mais qui veulent. Parce que pour faire ce changement, on n'est pas obligé d'être entrepreneur. Si j'ai bien compris, je peux être employé. Oui, c'est pour tout le monde. Mais par contre, vous me dites qu'en tant qu'employé, il ne faut pas que je continue à faire ma petite vie comme ça. À un moment donné, non, mais c'est pour tout le monde. Moi, je peux pas. Je veux pas dire que les gens. C'est pas un employé contre un employeur. C'est pas ça du tout. Hein. C'est le genre de personne que vous êtes. Moi, je me dis qu'il existe deux genres de personnes. Il y a des gens normaux, ordinaires et moyens. Ils peuvent être employés ou ils peuvent être employeurs, ces gens-là. Mais il y a des gens aussi, ce que moi j'appelle outlier. Outlier, c'est un terme qui veut dire c'est une aberration. Hein, c'est des gens qui, si on regarde le système complet de la vie, ces gens-là ne font pas partie de l'équation normale de la vie. Il y a des gens comme moi. Je ne fais pas partie de l'équation normale de la vie. C'est impossible à un statisticien de prédire ma vie. C'est impossible. C'est impossible à moi de prédire ma propre vie. Parce que je suis prêt à faire n'importe quoi. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour en arriver à mes fins. De façon que ce soit légal, moral, éthique, voilà. Mais moi, je suis prêt à tout. Je vais te donner un exemple, OK? À l'âge de 26 ans, j'avais ressenti déjà le besoin de me lancer en affaires. Hein? Donc, j'avais compris que tout était basé sur les systèmes. J'avais déjà appliqué des systèmes dans l'hôtel dans lequel je travaillais, dans le restaurant dans lequel je travaillais, et puis ça fonctionnait. Donc, je me suis tourné vers ma copine et j'ai dit, on se lance en affaires. Donc, j'ai mis en place un plan d'affaires, puis je me suis présenté à ma banque, dans ma petite ville, au Québec. Tout anxieux, hein, les mains moites. Je me présente devant mon banquier, 26 ans, très nerveux. Puis c'est ce que le mec, il me fait. Le mec, il avait son petit costard, tu vois. Il regarde ça comme ça, 2 minutes. Il prend le dossier, il le met sur la table comme ça, puis il fait ça. Ça, c'est ce qui arrive à des millions de personnes. Hein. Je vous le dis, en France... Le mec rit de moi. Tu vois? Il a ri de moi. Moi, ça faisait déjà 3 mois que je travaillais sur ce dossier-là. Wow. Puis lui, en une seconde, il me rit de moi. Il me dit, écoute, Marco, je vais être très honnête avec toi. Il n'y a personne qui va te prêter de l'argent pour ce projet-là. Donc, moi, je suis parti de la banque, frustré. Hein? Malheureux même. Malheureux. Mais en moins de 24 heures, j'ai dit à ma copine, j'ai dit, OK, il n'y a personne qui va nous prêter l'argent. Il faut se ressaisir. Il faut trouver une autre façon de faire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'elle et moi, on a vendu nos voitures. Elle travaillait pour le gouvernement du Québec. Elle a pris une année sabbatique. Moi, j'étais gérant dans un très grand restaurant. J'ai terminé mon emploi. On est parti, on est déménagé au Guatemala. On a appris l'espagnol. On ne parlait pas du tout l'espagnol. On est déménagé au Guatemala, on a appris l'espagnol. Et on a démarré un restaurant en quelques mois. Quelques mois plus tard, on a démarré un deuxième restaurant. Donc, on a pris la petite somme qu'on avait, peut-être 25 000 $ à nous deux. Et puis, on a transformé ça en une mini-richesse en quelques années. Tu vois? La raison pourquoi je te conte cette histoire-là, c'est ceci. C'est que le mec, le banquier, qui m'a ri au nez, qui a ri devant moi, il avait raison. Dans son monde à lui, des gens normaux, des gens moyens, des gens ordinaires, dans son monde à lui, moi, je n'avais pas accès à des sommes, je n'avais pas accès à des fonds. Personne ne pouvait me prêter de l'argent. Lui, il pouvait rire de moi. Mais ce que lui ne comprenait pas, c'est que moi, je suis une personne aberrante, que je suis prêt à faire tout. Un outlier. Outlier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis de côté. Je suis déménagé dans un autre pays et puis je me suis réinventé dans un autre pays. Ça, on ne peut pas computer ça. Tu vois? Tu ne peux pas computer ça. Donc, la personne moyenne qui vit sa vie moyenne, ce mec-là, j'ai rien contre lui hein, qui rit de moi. En fait, il m'a aidé. Il m'a aidé parce qu'il a éveillé en moi ce désir-là d'aller de l'avant, d'aller foncer, puis de dire, bon, ben écoute, toi, tu crois que tu peux me rire au nez, toi, tu crois que tu peux me définir, toi, tu crois que tu peux limiter ma vie? No. Je me suis reviré et puis je suis déménagé dans un autre pays où est-ce qu'avec 25 000 $ on pouvait se lancer en affaires. Au Canada, 25 000 $, c'était rien, hein, en 1997. Mais au Guatemala, 25 000 $, c'était déjà une mini-fortune. Ça peut l'être encore aujourd'hui, hein, c'est voilà. Les différences entre les pays. Voilà. Mais le point que j'ai tiré, c'est de dire simplement que on peut être deux genres de personnes dans la vie. On peut être une personne moyenne, puis on accepte la vie moyenne, ou on peut être une aberration. Hein? C'est ça un outlier, c'est une aberration. C'est quelque chose
qu'on ne peut pas anticiper. Moi, la personne peut m'anticiper parce que même moi, je ne peux pas m'anticiper. Je suis prêt à faire ce que je dois faire. Donc les NAOP, les NOP, les outliers, Ouais. vous m'avez parlé des statisticiens parce Ouais. que... Ben, les statisticiens, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ces gens-là, tu vois, la société normale, on essaie de comprendre les gens. Hein? On essaie de comprendre les gens. Pourquoi? Parce qu'on veut leur vendre des assurances, parce qu'on veut comprendre l'économie, on veut comprendre la production. Donc, il y a plein de gens. Il y a des statisticiens, des mathématiciens, il y a des actuaires qui essaient de comprendre la vie. Hein? Puis ils disent, bon, ben c'est comme ça, hein? Comme ça. Mais ils ne peuvent pas comprendre les gens comme moi. Moi, je ne fais pas partie des données statistiques. Parce que, regarde, je vais vous donner un exemple. OK? Donc vous êtes en train de me dire qu'on est tous répertoriés, c'est ça dans des... Très répertorié. Aujourd'hui, écoute, puis les choses, ça ne s'améliore pas, ça s'en va en... Je lisais Oui, récemment... avec les données, effectivement, toutes nos données... Aujourd'hui, le big data, hein, je ne sais pas comment on dit en français, mais le big data, c'est les sources de données immenses. Les ordinateurs ont accès à des sources de données immenses. Tu savais que, par exemple, un ordinateur peut te regarder et savoir avant même que toi, tu le saches, que tu as des tendances gays. Hein? L'adolescent qui ne sait même pas qu'il est gay, parce qu'il y a... C'est pas une maladie. Je n'ai pas dit que c'est une maladie, mais je te dis, par exemple, écoute, l'adolescent qui ne s'est même pas admis à lui-même qu'il est gay encore, parce qu'il est encore adolescent, qui n'a pas admis à personne, mais qui se pose des questions de vie, un ordinateur peut lui dire « Wow, c'est incroyable ça! Hein? » C'est que les données nous répertorient, nous qualifient, nous quantifient, nous encadrent. Ça fait peur ce que vous dites. Ça fait très peur, ça fait très peur. Moi, ça me fait très peur, ça. Parce que si on mélange ça avec le fait qu'aujourd'hui, on a des lentilles très fortes, on peut lire la rétine. Vous avez des preuves pour dire ça, Marco écoute, Robert? Parce que là, écoute, non, vous êtes en je train vais de te dire, là, on n'est pas loin du film de science-fiction. On est non, dans c'est preuves, c'est pas des preuves, c'est des données scientifiques. Hein. Je me base sur, par exemple, il y a un chercheur israélien qui s'appelle Yuval Noah, okay, qui est un historien, qui a écrit beaucoup de livres comme Sapiens, ou qui a écrit beaucoup de livres. C'est de lui que je tiens ces données-là. Okay? Donc, c'est un historien qui a fait beaucoup de recherches dans ces données-là, puis qui nous dit aujourd'hui, la science est tellement avancée que la science peut nous comprendre nous-mêmes avant que même on se comprenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie elle-même peut nous définir tellement serré, ça devient très difficile de ne pas être une personne normale. Ça veut dire que même quand je suis une personne normale, on peut définir tout ce que je vais faire. Mais c'est comme s'ils avaient une boule de cristal, avoir une voiture, rencontrer ma femme. Le jour de ma mort aussi? Écoutez, je pense que c'est pas mon centre de... C'est pas ce que je fais dans la vie. Okay? Donc, tout ce que je vous dis présentement, c'est des opinions. Je ne suis pas un conseiller expert là-dedans. Oui. Mais j'ai l'impression qu'on en arrive à un point dans la vie aujourd'hui où, les gens autour de nous, les machines autour de nous, nous connaissent mieux qu'on se connaît nous-mêmes. Donc, il faut, je pense c'est encore plus important aujourd'hui que ça l'a été dans l'histoire, de réellement apprendre à se connaître soi-même et à se définir, parce que la société autour de nous nous définit très, 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 très serré. La définition que la société a de nous est de plus en plus serrée. Je pense que les actuaires peuvent prédire la date de notre mort. Les actuaires peuvent prédire notre statut social à la date de notre mort, tu vois, de façon statistique. Et la vérité, c'est que la majorité des gens, parce qu'ils ne sont pas au courant de ça, ben, ils vont tomber dans la statistique. C'est la majorité des gens. La science est tellement précise aujourd'hui qu'on peut déterminer de façon très précise qu'est-ce qui va se passer avec ta vie à toi. La seule façon qu'on ne peut pas le déterminer, c'est que si tu es une aberration. Un outlier, OK. Un outlier. Mais moi, c'est ce que je dis aux gens. Et écouter cette fameuse flamme, cette voix, et voilà. C'est plutôt écouter cette fameuse voix. Ouais. Et c'est ce que vous enseignez, vous, aux entrepreneurs, voilà. en tout cas avec les gens avec lesquels vous travaillez, c'est ça. Par les 3 méthodes, à essayer de se modifier, sortir, si vous voulez, de ce carcan. Mais en fait, si je comprends bien, c'est le système qui nous met là-dedans, où on est, en tout cas, non, mais moi, je ne pense pas que c'est le système. Je pense que c'est de façon biologique. Hein? Biologique, oui. Je pense que de façon biologique, on se met là-dedans pour notre propre survie. Nos parents nous transmettent le bâton, nous, on le retransmet à nos enfants. Écoute, imagine par exemple le mouton noir, hein, le mouton noir de la famille. Mais le mouton noir de la famille, trop souvent, on l'ostracie, on le met à l'écart. Oui. Donc, si on se fait mettre à l'écart, nos chances de survie sont beaucoup moins quand on est des enfants. Imagine un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans qui est mis à l'écart. Les parents cessent de le nourrir. Qu'est-ce qui se passe? Bien, il va mourir.
Donc, le système humain, là, de façon biologique, on est conçu à faire partie du moule, faire partie des gens comme autour de nous. Donc, on s'acclimate beaucoup. L'exemple, écoute, un exemple intéressant, c'est quand on regarde des gens qui sont nés différemment. Par exemple, ici en France, il y a des gens qui sont nés, qui sont asiatiques, qui sont nés de parents asiatiques. Leurs parents sont peut-être nés en Chine ou au Cambodge. Puis aujourd'hui, ces gens-là sont nés ici. Hein? Donc, ils sont asiatiques, mais avec un accent français-français. Oui. C'est drôle quand même, hein? Oui. Parce que c'est comme... Mais pourquoi ils ont l'accent français? On parle avec leurs parents. Leurs parents, ils ont l'accent asiatique, un peu, ils parlent français, mais avec l'accent asiatique. Mais eux, les enfants, ils n'ont aucun accent. C'est l'accent français, comme une personne qui vit en France depuis 3000 ans. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel on vit nous forge. Donc, si ça... Le même enfant, par exemple, le même enfant asiatique, s'il était né à Hong Kong, il n'y aurait pas d'accent, il ne parlerait pas français. Ou s'il parlerait français, il parlerait avec un accent cantonais. Tu vois? Ou s'il était né à Londres, ce serait complètement différent. Donc, si la société dans laquelle on vit moule la façon dont on parle, est-ce que tu ne crois pas aussi que ça peut mouler la façon dont on pense, nos croyances? Absolument. 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 C'est vrai que, donc pour redéfinir tout ça, j'ai l'impression qu'on est... ça me fait penser à un film, moi. On dirait que c'est Matrix, quoi. Ouais. Les statisticiens qui veulent, qui nous calculent, les NAOP, ceux qui vivent comme tout le monde, les outliers, alors là c'est Néo et c'est tous ceux qui prennent la fameuse est-ce que tu as la pilule? Ouais, on n'est pas loin de ces films-là. C'est vrai, je pense que c'est un peu ça. Mais en fait, c'est quoi, les cinéastes, qu'est-ce qu'ils font? Hein? C'est qu'ils prennent des situations de la vie et qu'ils essaient de les expliquer d'une façon différente. Je pense que tu as raison, je pense que tout le film La Matrice, c'est un peu ça. Et donc vous êtes le Néo des entrepreneurs. Probablement. Et vous amenez votre pilule. Est-ce que tu choisis la rouge ou la bleue si tu veux? Je pense que en fait, c'est une belle analogie. J'aime ça. D'accord. Je pense que c'est un peu ce que je fais. C'est que je dis aux gens, écoute, je peux te montrer un autre côté de la vie si tu veux. Hein? Si ça t'intéresse, moi, je peux te montrer un autre côté de la vie. Un côté de la vie que la majorité des gens autour de toi t'auront jamais enseigné, que tu n'auras probablement jamais vu. Un côté de la vie qui, à moi, m'a permis de prendre de l'essor, puis à mes clients, leur permettre de prendre de l'essor. Donc, c'est pour ça que je te dis, moi, j'ai rien contre les NAOP. Parce qu'on peut décider de vivre comme ça. Mais je me dis, si on la ressent, la flamme, les gens qui nous écoutent présentement, ceux qui la ressentent, la flamme, bien, je pense qu'ils ont un devoir envers eux-mêmes, ils ont un devoir envers leurs ancêtres, d'écouter cette flamme-là et d'explorer un peu. Où est-ce que ça m'amène, tout ça? De tirer sur la ficelle, de voir où est-ce que ça peut les apporter. Parce que ces gens-là, ils ont la flamme, ils ont la source du changement dans la vie. D'accord. Là, on en arrive à la fin. Vous êtes en France aujourd'hui, vous êtes venu nous voir. Ouais. Effectivement, vous avez travaillé avec quelques personnes en France, mais que pensez-vous de la France? Est-ce que vous allez décider d'amener plus de pilules vous nous avez ramené un sac de pilules? Écoutez, moi, j'ai toujours aimé la France. Ça m'a toujours palpité, la France. Je pense que je ressens aujourd'hui en France, plus que jamais, un désir de s'identifier à soi-même, un désir de l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a plusieurs années, la France a pris une décision de focusser surtout sur le côté culturel, le côté artistique. La France, Paris, on le sait, c'est la capitale des arts et de la culture mondiale. Mais je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, il y a beaucoup de gens qui ont ce désir-là de se démarquer et puis de faire quelque chose. Non seulement de dire, bon, ben, je vais à la bonne école et puis je prends le bon emploi pour la grande boîte. Je pense qu'il y a des gens qui ont le goût de se démarquer du système, hein, de prendre leur place à eux. Bien, moi, c'est ces gens-là avec qui j'aime travailler. Hein, c'est ces gens-là. On parlait un peu plus tôt de... Moi, j'adore l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud, les gens n'ont pas le choix. Les gens n'ont pas le choix. Il n'existe pas de filet social en Afrique du Sud. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs en Afrique du Sud. Les gens recherchent la recette qui peut les aider à avoir du succès. Bien, je pense que dans la France traditionnelle, les gens n'avaient pas besoin de rechercher ça parce que le filet social était tellement serré que si on suivait la courbe normale, bien, c'était facile. Je pense qu'aujourd'hui, le monde évolue de façon très rapide, de façon hyper rapide. Et puis, je pense que les jeunes Français sont exposés
à des notions américaines, sont exposés à des notions canadiennes, des notions asiatiques, des notions de l'Australie, hein, parce qu'on a accès à tellement d'informations. Je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui veulent explorer en dedans d'eux cette flamme. Ben moi, c'est ces gens-là avec qui j'aime travailler. Et qui, apparemment, à ce que j'entends, qui ne sont pas sur ce fameux filet, ce filet-là, qui n'est ni plus ni moins que nos acquis sociaux en France, Ouais. sur les allocations, Voilà. sur les aides. C'est ça. Mais on s'est battu en France, il y a eu des combats Ouais, c'est ça, puis c'est pour avoir correct. tout ça. Et aujourd'hui, vous remettez ça en question? Non, je ne mets pas ça en question. Je me dis, c'est correct tout ça. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant de s'asseoir sur le filet social et de dire, bon, ben écoute, moi, je vais vivre ma petite vie normale et puis je vais avoir accès à des allocations? Est-ce que c'est suffisant? Je pense que pour certaines personnes, oui, c'est suffisant. Pour certaines personnes, non. Puis je pense que les jeunes aujourd'hui, ils entendent les messages à l'international. On vit dans un monde de globalisation, on vit dans un monde d'information. Les jeunes entendent le message et puis je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent, bon, ben moi, j'ai le goût de participer à l'innovation du monde. Parce que, écoute, il ne faut pas se cacher les choses. Hein? Le monde a innové énormément dans les 25-30 dernières années. Hein? Énormément. Puis la France n'a pas participé à ça beaucoup. À l'innovation du monde, là. Si je regarde les compagnies qui ont changé le monde dans les 25-30 dernières années, les Google, les Skype, les YouTube, les LinkedIn, les compagnies qui ont fait le changement mondial. En tout cas, moi, je ne me rappelle pas d'avoir connu une seule compagnie de ça qui est sortie de la France. Ces compagnies-là sont sorties de l'Europe, sont sorties de l'Amérique. J'entends. On est sur la culture. On a vu du Vuitton. Voilà. On a d'autres choses. Exactement. On ne peut pas être bon partout, monsieur Robert. C'est pour ça que je dis, je pense que la France a pris ce virage-là, c'est correct. Ils ont décidé de focusser sur la culture, sur l'art, sur, comme tu dis, le Vuitton, les champagnes, les choses de très haute qualité. La France a choisi ça. Mais je pense que la planète a pris un changement qui est très, très technologique, un changement rapide. Et puis, la France n'a pas nécessairement participé à ça. Mais je pense que ça change. Je pense que la nouvelle génération qui grandit présentement veulent participer à ça. Ah ben oui, ils veulent participer, mais c'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Ils s'en vont de la France pour certains. Voilà. Mais comment on fait pour les garder en France? Je pense que la France se doit de créer dans l'encadrement qui permet à ces jeunes-là de pouvoir aider la France à grandir. Parce que une nouvelle entreprise, ça ne peut pas passer à travers toute la bureaucratie qu'une grosse entreprise. Une nouvelle entreprise, ça n'a pas les fonds nécessaires pour passer à travers toute la bureaucratie d'une grande entreprise. Je pense que la France est engorgée par la bureaucratie pour maintenir les grosses entreprises. Mais la petite entreprise, le start-up, le jeune qui veut se démarquer, bien, parfois, c'est ça, tu as raison. Je pense qu'il y a une fuite des matières grises parce que ces jeunes-là disent, bon, ben moi, je n'ai pas nécessairement les 50 000 balles nécessaires pour me lancer en affaires en France. Un peu ce que vous avez fait avec le Québec, voilà. J'ai l'impression. Voilà. Partir autre part où notre valeur est un peu plus considérée, on a un peu plus de choix. Voilà. Donc, le Québec, en fait, moi, j'ai pas depuis l'âge de 27 ans, je suis parti du Québec. Combien il y en a de Français qui partent dans la vingtaine? Mais moi, je pense que c'est un désastre. Je pense que les sociétés avancées, les sociétés contemporaines, on se doit de mettre en place des outils pour supporter les jeunes, pour supporter l'entrepreneuriat, pour supporter l'innovation, au lieu de l'étouffer. Trop souvent, les sociétés qui sont bien établies étouffent l'innovation. S'il y avait un dernier mot à nous dire, Marco Robert, ça serait lequel? Écoutez, moi, je pense que pour les gens qui ressentent en dedans d'eux, qui ressentent ce désir de se démarquer, je pense qu'il existe plein d'outils. Hein? Il existe plein d'outils. Moi, j'ai passé à travers les études personnelles. Ça veut dire quoi? J'ai lu des centaines de livres pour apprendre à me connaître, pour apprendre à me découvrir. Je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas la seule personne. Il y a quelques personnes en France, il y a quelques personnes sur la planète qui offrent des outils encore beaucoup plus rapides. La science nous a permis aujourd'hui de comprendre c'est quoi le succès et comment précipiter le succès. Donc, c'est ce que je dis aux gens, c'est de dire qu'il y a des gens qui peuvent vous assister là-dedans. On n'a pas besoin de découvrir tout ça tout seul aujourd'hui. Je pense que c'est possible d'avoir des gens comme moi qui peuvent assister les gens, aider les gens, précipiter les choses pour en faire en sorte que le monde continue à avancer de façon rapide. Donc l'avenir pour vous, en tout cas en France, on risque de vous revoir, on risque